Salam alaikum, Azul, bonsoir. Le comble de ce régime qui a réussi à faire croire à beaucoup de monde qu'il a dégagé la Isaba, comme il dit, et qu'il est lui-même issu de cette Isaba, de son premier noyau, et qu'il ne nous l'a jeté en pâture que pour sauver ses abattis. Mais il a fini par se prendre lui-même au jeu, à y croire, et même à se persuader qu'il est le sauveur de la République, de la nouvelle Algérie, qu'il a réussi le prodige de débarrasser la nation de ses parasites. Et le plus cocasse, s'il n'était dramatique, est que certains parmi les journalistes de ce pays, voire même certains zama politiciens, qui osent se présenter comme des opposants à ce système, n'en finissent plus de relayer cette outrageante propagande, alors que les mêmes journalistes et la même opposition étaient dans les râteliers de cette même Isaba qu'ils dénoncent aujourd'hui pour le compte de la nouvelle Isaba. Une organisation mythomane érigée en système de gouvernance. Finalement, puisque tout est relatif et si nous devions peser le pour et le contre, les membres de la Isaba qui sont en prison, les Sellal, Yahya, Haddad, El-Hamel, Saïd Bouteflika et les autres, sans oublier les généraux qui croupissent dans les prisons militaires, finalement, et à les comparer avec l'actuel Isaba. Les Tebboune et son entourage, les chefs de l'armée, les patrons sécuritaires qui ont été rappelés et installés à des postes ultra sensibles, et parmi eux, des généraux criminels de masse, tortionnaires et exécuteurs des basses œuvres extrajudiciaires. Finalement, les premiers, ceux qui sont en prison, sont bien plus sympathiques que ceux qui les ont mis en prison, à vrai dire. Et à tout considérer, on en est presque au point de dire tout ça pour ça. Un tel sursaut populaire, un tel hirak, tant et tant de promesses pour en arriver à remplacer une Isaba par une autre infiniment plus pernicieuse, plus mortifère. Oui, je sais que ce que je dis peut choquer, parce que ceux qui ont pillé le pays ne sont pas des anges, même comparés aux pires démons qui puissent être. Mais les faits sont têtus. Si nous devions peser les crimes des uns par rapport à ceux des autres, non pas seulement en termes de valeur, en termes de volume du pillage, mais surtout sur le plan moral, nous ne pouvons pas ne pas constater que pendant les 2 décennies de Bouteflika, ces gens-là volaient un pays qui avait beaucoup d'argent, alors que ceux d'aujourd'hui, qui continuent de piller le même pays de 1001 façons, à travers leurs amas capitaines d'industrie, qui sont autant de vampires, à travers leurs comparses étrangers avec qui ils partagent un butin à peine imaginable dont les dépenses militaires, les commissions et les rétrocommissions qui en découlent sont proprement scandaleuses. Ces gens-là sont en train de voler un pays exsangue, qui n'a plus d'argent, vidé de ses richesses, qui n'a plus rien, dont les populations ont maintenant des difficultés à se nourrir convenablement, dont des millions d'autres ont déjà basculé dans la misère. N'est-ce pas là matière à discussion? Ne pouvons-nous pas voir de la façon la plus sommaire qui soit,
que la Isaba actuelle de Tebboune, des chefs de l'armée, des chefs sécuritaires et des hommes d'affaires qui leur collent au basque est infiniment plus criminelle et plus vorace que celle qu'elle a mis en prison? Franchement. Les premiers volaient un pays où il y avait beaucoup d'argent, alors que les seconds dépouillent un pays qui manque de tout. Et non seulement ils le dévastent ou ils finissent de le dévaster, mais ils perpètrent contre lui juste pour garder le pouvoir. Des crimes que la Isaba de Bouteflika n'avait jamais osé commettre. Parmi quelques-uns de ces crimes contre la nation que la Isaba de Bouteflika n'avait pas commis, la Isaba actuelle a tout fait pour semer la haine et la discorde entre les Algériens. Elle a remis au goût du jour la pratique du terrorisme pédagogique, puisqu'elle accuse de terrorisme des organisations et des gens sans aucune preuve. Et elle jette leurs membres en prison, comme elle a, par ailleurs, instrumentalisé une justice aux ordres pour incarcérer des citoyens en grand nombre pour le seul crime d'avoir revendiqué un état de droit. Elle a lancé un mandat d'arrêt international contre un général, parmi les plus importants, pour finalement le refaire revenir au pays avec les honneurs et à bord d'un avion présidentiel. Elle a fait pression sur un baron de la drogue, Kamel Cheri, pour faire acquitter le fils du président Tebboune, qui était pourtant compromis dans la même affaire, compromis très gravement dans une très grosse affaire de trafic de cocaïne. Elle a proprement enterré la même affaire. Elle l'a enterrée, on n'en parle plus. Elle a mis à profit la pandémie du Covid qu'elle a considérée comme une aubaine tombée du ciel, juste pour tuer le Hirak. Elle a muselé la presse, complètement muselé la presse. Elle a jeté des journalistes en prison juste parce qu'ils faisaient leur métier d'informer. Le premier personnage de cette Isaba, le même président Tebboune, s'est même permis, lui, le garant de la constitution de toutes les institutions, ZAM, il s'est même permis de violer le sacro-saint principe de présomption d'innocence en accusant un journaliste d'être une balance, khabarji, alors que l'affaire était en instruction. Le ministre de l'Information de la même Isaba s'est permis de dire du même journaliste, Khaled Dararni, qui n'était pas un journaliste, alors que celui-ci, Khaled Dararni, l'avait reçu et interviewé dans son émission, une émission du secteur public, comme il avait reçu le même Tebboune, la même Isaba, a bridé les libertés publiques comme celle-ci ne l'avait jamais été du temps de la première Isaba, ni autant menti de façon aussi excessive, ni autant ridiculisé l'Algérie tout entière. Et le plus outrageant est que la nouvelle Isaba semble frappée d'une inaptitude fonctionnelle au simple bon sens. Un peu comme si elle était affligée de cécité collective. Des gens à qui on a bandé les yeux et qui on a confié un bus bondé de voyageurs, un bus lancé à toute vitesse et qui n'a plus de frein. تسقط المخابرات اللي
واللي حط ولادنا في المعتقلات. يسقط حكم العسكر، تسقط المخابرات. اللي قمعوا واللي حطوا ولادنا في المعتقلات. يا نظام المجرمين، يا نظام الكوكايين، عيشتونا في جحيم من عام 62. يا نظام المجرمين، يا نظام الكوكايين، عيشتونا في جحيم من عام 62. يتزاير راهم باعوك، حكموا عليك بالانتحار، وبولادك زادوا هدوك وتقرنا في استعمار. يتزاير راهم باعوك، حكموا عليك بالانتحار، وبولادك زادوا هدوك وتقرنا في استعمار. يسقط حكم العسكر، تسقط المخابرات. اللي قمعوا واللي حطوا ولادنا في المحتقلات. يسقط حكم العسكر، تسقط المخابرات. اللي قمعوا واللي حطوا ولادنا في المحتقلات. يهدوا فينا بالعشرية واحنا خرجنا بالسلمية، اعتقلوا قاع الزوالية كي قلنا لهم مدنية. يهدوا فينا بالعشرية واحنا خرجنا بالسلمية، اعتقلوا قاع الزوالية كي قلنا لهم مدنية. احنا ولاد المليونية اللي ضحوا على الوطنية، ما تتهمنيش بالفوضوية، حابين هذه ديمقراطية. يسقط حكم العسكر، تسقط المخابرات. اللي قمعوا واللي حطوا ولادنا في المعتقلات. يسقط حكم العسكر، تسقط المخابرات. اللي قمعوا واللي حطوا ولادنا في المعتقلات. أرواح تشوف يا شهيد، حبوا يردونا عبيد، وعلى النضال لن نحيد حتى نحقق ما نريد. أرواح تشوف يا شهيد، حبوا يردونا عبيد، وعلى النضال لن نحيد حتى نحقق ما نريد. يسقط حكم العسكر، اللي خرب واللي دمر، يعيش الشعب المناضل حتى نجيب الحرية. يسقط حكم العسكر، اللي خرب واللي دمر، ويعيش الشعب المناضل حتى نجيب الحرية. استقلال استقلال استقلال. Algérie, une Issaba chasse l'autre. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui et pour en parler, j'ai ici avec moi Abdelrahim Moussawar, militant politique. Merci d'être avec nous. Bonsoir Jamaldine, merci pour l'invitation et bonsoir à tous les téléspectateurs de Al-Magharibia. Merci beaucoup. Hakim Haddad, militant politique. Hakim, merci d'être là. Merci de cette invitation. Bonsoir à tout le monde. Et je tiens à vous dire qu'après avoir écouté ce que vous venez de dire, si vous souhaitiez passer vos vacances d'hiver prochains en Algérie, je vous conseille de choisir une autre destination. Heureusement que ce n'est pas le cas. Je sais à quoi m'en tenir. Oui, bien sûr. Merci, en tout cas, je prends ça comme un compliment. Oui, absolument. Merci. Salut. Chaban Aït Qassi est avec nous, mon jeune confrère, pour une petite revue de la presse. Chaban, merci d'être là, mais nous allons d'abord recevoir nos amis qui sont au pays, qui vont rester un peu avec nous. Majid Hachour, maître Majid Hachour, avocat, merci d'être avec nous. Mazal, tel 20h. Et nous allons appeler aussi M. Hamid qui sera avec nous, puisque nous avons décidé à chaque fois d'appeler un citoyen qui participera de là-bas, sous un pseudonyme s'il le souhaite, ou avec son prénom seulement, pour nous dire la réalité du terrain, en fait. Alors, d'abord, Chaban. Alors, de quoi nous allons bonsoir aux invités que j'ai salués tout à l'heure avant l'émission et bonsoir aux téléspectateurs. Liberté sur vos écrans, voilà ce que titre Liberté. Plus de 700 haragas arrivés en Espagne en 72 heures. Massive vague migratoire. Je vous le disais encore hier, on se souvient 2019, 2020 avec ce hirak, il y avait de moins en moins, voire plus du tout de haragas. C'est-à-dire ce sont ces jeunes femmes qui souhaitent rejoindre notamment la France ou un
pays d'Europe en passant par la mer. Septembre ressemble donc aux 8 premiers mois de l'année en cours puisque les côtes espagnoles restent toujours en ligne de mire des haragas algériens. D'après l'un des plus importants spécialistes de la question de l'immigration clandestine en Espagne, Francisco José Clemente Martín, de l'observation du flux migratoire au sud de l'Espagne, il a indiqué précisément hier sur ses réseaux sociaux qu'en l'espace de 72 heures, plus de 700 personnes, dont des femmes, je vous le disais, des enfants, c'est malheureux, sont arrivés à Almeria, Murcie ou Alicante par exemple sur 70 embarcations de fortune. Il a aussi précisé que 90% sont de nationalité algérienne. Parmi ces gens-là, 60 personnes ont été placées sous assistance sanitaire pour des raisons donc, de pandémie, de Covid. Un haraga, malheureusement, a trouvé la mort en débarquant sur les côtes espagnoles. Bien évidemment, ces chiffres, vous le disiez encore Jamaldine hier, ne tiennent pas compte des personnes qui ont pu entrer en Espagne en échappant au maillage sécuritaire, notamment de la police espagnole. Pour rappel, 231 haragas algériens sont morts en 2020 selon donc l'ONG Caminando Fronteras. D'un point de vue général, ce sont tout pays confondu 2170 migrants contre 893 en 2019, soit une hausse de 143%. Le 12 août dernier, on apprend que plus de 7000 haragas ont débarqué en Espagne. Pour les 2 tiers, ce sont des Algériens, soit environ 4700 personnes. Alors, Chaban, je me permets d'insister que les mêmes réseaux soulignent que beaucoup d'Algériens passent à travers les mailles du filet et qui ne sont donc pas comptabilisés dans ces chiffres que vous donnez. Exactement, puisque la police espagnole, le ministère de l'Intérieur espagnol ne peut pas interpeller tout le monde. Et puis parfois, pour des problèmes d'organisation, d'emploi du temps, effectivement, certains malheureusement passent au filet. Juillet dernier, donc 2217 haragas algériens ont réussi à atteindre les côtes espagnoles. Malheureusement, la destination préférée des Algériens, c'est 11 200 haragas qui sont donc arrivés en Espagne sur 41 000 migrants. Et rappelons que la plupart de nos compatriotes haragas qui préfèrent l'Espagne, parce que c'est plus court, c'est moins cher, que c'est plus faisable, la plupart ne restent pas en Espagne. De là, ils partent surtout pour la France, les pays scandinaves, l'Allemagne, etc. Puis il ne faut pas oublier aussi que derrière ça, vous l'évoquerez peut-être dans le cadre d'une émission ce soir, il y a aussi un réseau derrière. Certains prennent de l'argent pour permettre aussi... Des réseaux qui permettent... De passeurs. Exactement, oui, vous avez trouvé le mot. Une autre actualité qui touche les Algériens, bien c'est le chômage. Sur votre écran, donc Zayer Daily, allocation chômage en Algérie. Tebboune fixe 4 conditions. Tebboune a donné des nouvelles instructions donc, relatives à l'allocation chômage, à l'intention des jeunes dans le cadre de ce Conseil des ministres. Il est question d'embellir le marché du travail et de l'emploi actuellement en difficulté immense. Je cite, objectif, accompagner les citoyens victimes de ce dysfonctionnement, offrir un système d'allocation chômage sans faille. Alors pour ce faire, plusieurs propositions du ministre, mise en place d'un système efficace de contrôle du fichier national de l'ensemble des concernés. Je sais que ça vous parle énormément, Jamaldine. Établir une distribution transparente et correcte de cette allocation, lutter activement notamment contre toute éventuelle prestation frauduleuse. Il souhaite une majoration des allocations chômage. Je vais vous en donner le chiffre notamment. Tous devraient percevoir 10 000 dinars, c'est pas grand-chose, c'est dérisoire, contre 3 000 actuellement. Voilà les chiffres. Cela concernerait, on peut donc toujours rêver, donc les personnes handicapées, reconnues et qui peuvent travailler, les femmes au foyer, quel que soit leur âge, ou encore les personnes malvoyantes. Alors un chiffre important, selon donc le Fonds monétaire international, le taux de chômage en Algérie devrait augmenter plus fortement pour atteindre environ 19% d'ici 2026. Actuellement, il est aux alentours de 14,5% selon donc le Fonds monétaire international. Mais on sait très bien que c'est selon les chiffres transmis par donc les autorités algériennes. Très important à souligner aussi que le FMI fait ses projections par rapport aux chiffres fournis par le régime algérien. Exactement, et puis on peut rappeler... Chiffres qui parlent de 14% de chômage. C'est ça. Nous allons en parler. Vous allez en parler ce soir, mais rapidement, vous l'évoquerez dans le détail, on rappelle aussi que ce chiffre ne prend pas en compte notamment les chômeurs, vous en parliez tout à l'heure, et puis les femmes au foyer, les personnes donc en situation de handicap.
On continue notamment avec, vous l'évoquiez dans le cadre de votre édito, Jamel Dine, l'expression des aides qui revient sur le règlement à l'amiable pour la restitution de l'argent détourné en départ à l'APN, une loi, je cite donc entre guillemets, pour les oligarques, une mesure relative à la réconciliation, c'est un mot important qui est très critiqué économique, qui a donc suscité une multitude d'interrogations, notamment de la part de toutes tendances confondues. Il parle de réconciliation économique. Réconciliation économique pour des biens détournés, une mesure qualifiée d'amnistie pour ces ex-hommes d'affaires emprisonnés, enfin pour ceux qui aujourd'hui ont été arrêtés, voire emprisonnés. Le chef du groupe parlementaire, donc Ahmed Sadour pour le MSP, voilà ce qu'il dit. Il qualifie ce règlement à l'amiable d'anormal qui s'inscrit en droite ligne avec le contournement des revendications du Hirak. Dit-il, nous dénonçons et refusons ce règlement. Il craint aussi, je cite, que cette procédure à l'amiable n'ait été imposée par le reste de la bande ou des oligarques pour aider leur père, incarcérés, d'avoir un alibi juridique qui soit entériné et adopté par le Parlement, leur permettant peut-être à l'avenir de quitter la prison. Ahmed Ben Rabah, donc le député FLN, et oui, même le FLN est contre, se pose la question, est-ce que ce mode de règlement à l'amiable n'aboutirait pas à une amnistie en faveur des hommes d'affaires, des dirigeants hauts commis de l'État, dont certains premiers ministres, des ministres contre lesquels la justice a déjà prononcé de lourdes peines de prison dans le cadre de ces affaires de corruption. Une mesure qui relève de l'utopie. Aussi, il faut penser à la complexité de la procédure de récupération de fonds détournés, notamment quand on pense par exemple en Tunisie, il est très difficile de récupérer certains biens détournés. Faut-il encore savoir où sont ces biens? Je rappelle que Tebboune avait notamment annoncé qu'il récupérait... Qu'il savait où ils étaient et qu'il allait les récupérer. Exactement. Sans pour autant négocier avec ceux qui les avaient volés. C'est ça. Algérie Presse sur vos écrans, le temps passe. Plan destination Algérie et facilitation des procédures d'octroi. On sait très bien, pour ceux qui ont eu la chance de voir certaines émissions à la télé, qu'il y avait souvent des cadeaux, notamment en faveur de en destination de la Tunisie et du Maroc. Ça n'a jamais été le cas pour l'Algérie. Voilà ce que propose le Premier ministre. Un tourisme en Algérie qui se retrouve à des blocages économiques et politiques. À l'époque, Hassan Mermouri avait donc dit clairement que ce tourisme n'avançait pas pour des raisons d'offre et de la demande. Et plusieurs questions se posent, notamment autour du tourisme, parce qu'il faut rappeler que, je vous le disais hier, que depuis maintenant plusieurs mois, l'Algérie pose des questions de sécurité, de prix du visa et notamment de répression, donc ce qui ne donne pas forcément envie de se rendre en Algérie, entre autres. Je passe notamment les infrastructures et l'accessibilité à l'eau, par exemple. Je rappelle que dans ce même rapport qui a été lu au Conseil des ministres, le ministre du Tourisme a parlé de 2,5 millions de touristes étrangers qui viennent visiter chaque année l'Algérie et qui en fait se trouvent être les immigrés algériens qui vivent à l'étranger. Et avant de vous quitter touristes rapidement, étrangers. Et avant de vous quitter, certains immigrés aujourd'hui ont perdu le goût, ont perdu l'envie de se rendre dans ce pays. Et ils ne se rendent plus, même s'ils le voulaient, parce qu'avec la Covid et Air Algérie qui impose le monopole des lignes. Et le risque d'arrestation aussi. Et les arrestations aussi. Alors, merci Chaban. Si vous le permettez, nous allons commencer par le sujet de la répression. Je vous demanderai d'échanger de façon assez dynamique pour pouvoir traiter de tous les sujets. Nous allons commencer par la répression et nous allons commencer par Maître Majid Hachor qui est avec nous. Merci d'avoir accepté notre invitation, Majid Hachor. Bonsoir tout le monde. Merci à vous d'abord de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir. Merci beaucoup. Alors, cette répression qui se durcit, maintenant, nous en sommes arrivés à des perquisitions dans les domiciles des militants, très dures, très brutales, avec des moyens, j'allais dire, presque illégaux et des procédures presque illégales. Et on a même assisté, nous dit-on, à des brutalités policières à l'endroit des gens qui sont interpellés. Qu'est-ce qui se passe au sujet de ces répressions, de cette répression, Majid Hachor? Il s'agit d'une recrudescence de la répression, chose qui est symptomatique chez un pouvoir en finition, c'est-à-dire un pouvoir qui est en train de finir, chez un pouvoir finissant. Donc, ce cycle-là n'est pas étonnant parce qu'ils ont tout le temps opéré par ces outils-là. Et
il y a la répression, diabolisation, déviation. C'est leur hobby, c'est leur vocation. C'est la vocation de tout pouvoir dictatorial, parce que lui, son problème, il voudrait en finir en fait avec tout ce qu'il est en train d'inventer, tout ce qu'il est en train de faire. Il ne vise qu'à une chose, à liquider son ennemi principal, à savoir le Hirak. Le reste n'est que des corps qu'il emprisonne X ou Y ou Z. Le problème, il est le même. Il y a eu un mur de la peur qui a été détruit un certain 22 février 2019, qu'il voudrait bien sûr essayer de restaurer à tout prix, parce que pour lui, sa faillite est privée. Et demain, il affrontera beaucoup de choses, étant donné que aujourd'hui, les caisses sont vides. On parle de prochaines discussions, de discussions carrément pour qu'on nous traite de l'argent, ça veut dire pour qu'il y ait endettement. Et pour couvrir tout ça, bien sûr, on revient aux années 90-92, où il paupérisait les gens, il terrorisait les gens pour les paupériser, ou l'inverse, il paupérisait pour terroriser. Ça c'est une évidence, mais ce qui est clair, c'est que ce n'est pas nouveau. Hein. C'est pas nouveau. C'est un pouvoir qui est basé sur la corruption et la corruption et la répression. Quand il y a de l'argent, il peut corrompre toute la société, pas de souci, chose qu'il a fait à l'ère du bouteflikeisme, à l'ère triste du bouteflikeisme. Et quand il n'y a pas d'argent, il se charge de réprimer. Ces deux choses, bien sûr, ces deux choses-là sont aux antipodes de la démocratie, du respect des droits de l'homme. Voilà. Merci, Maître Majid Hachour. Au plaisir de vous retrouver. Merci d'avoir bien voulu intervenir sur nos ondes. Alors, Abdelrahim Moussaour, sur cette répression tous azimuts, maintenant, on dirait que ce régime est complètement décomplexé. Il n'a plus d'état d'âme, il arrête à bout de bras, alors que nous avons environ 200 détenus, 194 ou 195. Qu'est-ce qui se passe? Quel est cet état d'esprit? Qu'est-ce que cela signifie surtout, à votre avis? Personnellement, je suis persuadé qu'actuellement en Algérie, on est en train de vivre le 5e mandat de Bouteflika, pour dire que les choses non seulement n'ont pas changé, mais elles sont devenues encore plus dangereuses. Nous avons un régime en place qui est pris d'un affolement inexpliqué. Un président qui a été désigné, qui parlait tout à l'heure avec Chaban, qui parlait de restitution de l'argent qui a été volé, Tebboune qui disait je sais où se trouve cet argent. Et je sais comment le ramener. C'est-à-dire un président qui dit je sais où se trouve cet argent, ça veut dire qu'il est complice, quelque part. Quelque part, peut-être, il est puisqu'il complice. Puisqu'il était dans le même gouvernement. Même si frontalement, on le dit, il est complice. Il est complice parce qu'il a participé à cette série de gouvernements qui ont pillé toutes les richesses d'Algérie. Et cette vague d'arrestations, ça me fait penser d'ailleurs à tous ces militants politiques, à tous ces syndicalistes, tous ces militants, toutes ces associations. La ville de Khrata, où il y a une trentaine de jeunes qui sont arrêtés. À l'heure actuelle, des arrestations, elles se font encore. Et c'est facile maintenant, les accuse d'être membres du MAC, d'être membre d'une organisation terroriste. Parce que le régime, exactement, il a préparé tous les ingrédients nécessaires. Aujourd'hui, c'est la Kabylie, demain, c'est toute l'Algérie. Ça veut dire qu'on est devant une situation un peu particulière dans pas longtemps. Pourquoi je dis le 5e mandat de Bouteflika? Parce que après l'élection présidentielle, le référendum de la Constitution, les législatives, là, il va y avoir dans 2 mois des élections locales pour parachever ce semblant de changement qu'avait promis ce président désigné, comme quoi on est en train de changer, on est en train de démocratiser l'Algérie. Et tout c'est en rapport également avec l'article 87 bis, en disant que ceux qui luttent ou ceux qui veulent un changement radical en Algérie sont traités ils sont des terroristes, ils font partie d'organisations terroristes. Donc tous ces ingrédients qui ont été mis en place depuis plusieurs mois, Dahdouh, le MAC, Rached, c'est pour justifier toutes les arrestations qui sont en train de se faire aujourd'hui. Et moi, ce que je crains
encore plus aujourd'hui, c'est que demain, ce régime, il est capable même d'organiser, de mettre en place, plutôt de provoquer des attentats. N'oublions pas que dans les années 90-2000, des attentats derrière lesquels ce régime était, c'est-à-dire il était le commanditaire des attentats. Moi, franchement, je crains qu'il y ait encore des attentats pour les adosser dans un premier temps en Kabylie, par exemple, là, au MAC, parce que le MAC, pour ce régime, c'est une organisation terroriste, et Rached, organisation terroriste. Donc là, tous les ingrédients sont mis en place pour traiter le simple citoyen qui sort travailler le matin, acheter une baguette, acheter du pain pour sa famille, traité de terroriste. Donc là, franchement, nous sommes dans une situation... c'est vrai, il faut qu'on analyse des choses politiquement, il faut qu'on prête un regard politique, analytique, mais c'est notre pays, c'est l'Algérie. Tout ce qui pourrait arriver demain, ça nous concerne tous. Donc c'est une situation très, très inquiétante. Notamment, vous avez la fermeture globale du champ politique et médiatique. Hassan Bourras, Rabih Karesh, Mohamed Moulouch, des journalistes. Fodil Boumela qui a été arrêté hier. Donc ces journalistes, ces écrivains qui sont arrêtés sous prétexte de Tebboune en tant que président qui n'a aucun lien avec le pouvoir judiciaire, qui déclare que Khaled Drarni est une balance et qui a déclaré sans oublier... alors que l'affaire était en instruction. Exactement, c'est-à-dire qu'il s'est prononcé à la place de la justice. Absolument. Il a violé le principe ça nous renseigne sur la nature de cet appareil judiciaire qui est entre les mains de ce régime. Sans oublier que le même président a traité Rabih Karesh, notre frère Rabih Karesh, de pyromane. Parce qu'il a fait un article sur Taman Rasset. Il y avait la division et qui est toujours en prison. Qui est toujours en prison, d'ailleurs. Une pensée à sa famille, à tous ses proches et à lui en personne, parce que là, il passe son 5e mois en prison et c'est, je trouve quand même assez dommage qu'on ne parle pas assez de Rabih Karesh. Et justement, que vous trouvez dommage qu'on ne parle pas assez de... Et vous avez dit tout à l'heure, aujourd'hui c'est en Kabylie, demain ça va être ailleurs. Et je ne résiste pas à la tentation de vous lire ce passage du pasteur Nion Meller. Quand on a arrêté les communistes, je n'étais pas communiste, je n'ai rien dit. Quand on a arrêté les socialistes, je n'étais pas socialiste, je n'ai rien dit. Quand on a arrêté les juifs, je n'étais pas juif, je n'ai rien dit. Quand on est venu m'arrêter, il n'y avait plus personne pour protester. Parce que ce pouvoir a cassé tout cet élan, enfin, j'espère que ça va reprendre, mais cet élan de solidarité qu'il peut y avoir entre Algériens, le pouvoir, il est en train de le casser, parce que c'est cette solidarité qui est garante de la construction déjà des liens sociaux, des ponts entre Algériens et demain d'un travail politique, d'un travail syndical, d'une convergence vers des idées constructives. Hakim. Oui. Beaucoup de choses ont été dites, tant pour l'introduction que ce qui a été présenté par Chaben, que ce qui vient d'être dit par Abdelrahim. Mais on n'en dira jamais assez. On n'en dira jamais assez, oui, bien évidemment. Donc voilà, le constat est fait de manière générale. D'abord, juste... je ne sais même pas par quoi commencer, en fait, sur la question qui est relative à la répression. Par rapport au poème que vous avez dit et qui depuis, je crois, a été écrit au début du siècle dernier, enfin voilà, la guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Je crois que les Algériens en Algérie, عندهم ظروف, il y a une situation et il y a des circonstances atténuantes. La solidarité avec les détenus, j'y reviendrai si vous permettez, c'est nécessaire. Et dans d'autres considérations, les incendies, et partout où il y a eu besoin, le Covid, etc., il y a eu besoin, ils se sont solidarisés et ils se sont mobilisés. En Kabylie, dans le centre du pays, mais aussi partout ailleurs, autant que faire se peut, avec les possibilités qu'ils avaient, les cultures politiques qu'ils avaient, les histoires politiques qu'ils avaient, etc. Aujourd'hui, en Algérie, c'est simplement la répression, enfin j'enlève le mot simplement, c'est la répression qui fait que il y a peu ou pas, ou trop peu, bien évidemment à notre goût, de solidarité et de soutien, y compris même sur les réseaux sociaux, concernant la question de la répression et particulièrement des détenus. Mais, et je m'en aperçois autant que vous,
Mais en même temps, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, faire une publication aujourd'hui, mais pas que d'aujourd'hui, sur Facebook ou un réseau social ou intervenir d'une manière ou d'une autre, on est passible très fortement de se retrouver le soir ou le lendemain embastillé et en prison. Donc, par contre, et c'est pour ça que je commençais par ça, parce que ça me paraît fondamental, par contre, ceux qui sont et celles qui sont à l'extérieur devons nous mobiliser plus sur cette question. Je dis plus parce qu'il y a des mobilisations, il y a des choses qui se font, que ce soit à Paris, à Montréal chaque dimanche, etc. Mais principalement sur cette question, il faut nous mobiliser et nous organiser plus parce que je trouve qu'on n'en fait pas assez, que nous probablement moi aussi le premier parmi ceux que je suis en train de citer, mais qu'on n'est pas suffisamment efficace sur la question des détenus. Il y a des initiatives, il y a des bonnes volontés, il y a même des moyens, mais nous n'arrivons pas à rendre plus efficace, plus efficiente la chose. Voilà. Pour en revenir... juste sur ce point, parce que c'est très important. Cette absence de solidarité, je me permets d'appeler les choses par leur nom. Par exemple, quand vous parlez des journalistes arrêtés, on aurait attendu pour le moins qu'il y ait une solidarité de la part de ses propres confrères. Pour le moins. Au moins ça. Ce n'est pas le cas du tout. Ça veut dire même les journalistes qui ont été arrêtés arbitrairement, juste parce qu'ils font leur travail de journaliste, leurs confrères n'ont manifesté quasiment aucune solidarité. Même pas entre les lignes. Liberté, le journal Liberté n'a publié quelque chose sur son journaliste Mouloudj que parce qu'il avait été interpellé par certains opposants, notamment Amir Abouraoui. Mais sinon, il n'avait même pas soutenu. Même pas à la une. Même pas à la une. Donc, effectivement, même pas soutenu par certains organes où il travaille, certains organes de presse. Donc, mais après, qu'est-ce que vous voulez? C'est l'État aussi du pays. Vous parlez de journalistes, mais est-ce que tous ceux qui travaillent oui, mais est-ce que ceux qui sont dans les rédactions des différents journaux privés en Algérie sont de la teneur d'un Karesh ou d'un Drarni ou autre? Non, il n'y a pas tant que ça de journalistes engagés ou de journalistes tout court, sans vouloir insulter personne, ou de journalistes tout court. Le métier journaliste, ça a ses pratiques, sa déontologie, son éthique. D'abord, il faut suivre on voit dans une certaine presse, moi j'ai du mal à l'appeler la presse algérienne, déjà il faut la mettre de côté parce que ce ne sont pas des journalistes et ce n'est pas une presse parce que c'est insultant de dire, pour la presse, c'est insultant de dire que c'est télé privée, que certains de ces journaux, que je n'appellerais même pas journaux, font partie de la famille journalistique. Donc vous avez vite fait le tri en enlevant une bonne partie. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Après, effectivement, j'ai terminé. Comment dire, il y a effectivement la répression, ce qui fait taire beaucoup de gens. Je ne dis pas que c'est légitime de se taire, loin de là, mais il faut aussi donner les raisons malheureuses qui poussent des gens à... Et ensuite, il y a aussi... Pardon, M. Benchounouf, et ensuite, il y a ceux qui s'en moquent. Ceux qui s'en moquent et qui sont dans cette corporation. Voilà. Ceux qui s'en moquent. Qui sont dans cette histoire de Thor al-Abyad. C'est plus pour eux un gagne-pain, comme ils pourraient faire toute autre chose qu'un métier, avec son éthique et avec ses devoirs de solidarité vis-à-vis de ses consoeurs et de ses confrères et vis-à-vis en se disant, pour le moins, ça peut m'arriver à moi. Oui, bien sûr. Ne serait-ce que par égoïsme. Bien sûr. Vous avez vu l'histoire de Hassan Mouali? Hassan Mouali. Il a été recruté par Horizon. Lui, ça a toujours été un journaliste du secteur privé. Bon, il a été recruté par, encore que le secteur privé, pour tout dire et dire la vérité, c'est pas brillant, hein, c'est pas vraiment des journalistes chevalier Bayard. Mais Daïmen, tant soit peu, selon les journaux, Hassan Mouali a été recruté par le journal Horizon comme rédacteur en chef. Hassan Mouali,
qui a été mon confrère dans le même journal, que je connais, qui est très compétent. Ouais, ouais. Et alors on lui a offert le poste de rédacteur en chef. Il a commencé à travailler. Puis Le lendemain, elle est venue le voir, la directrice de la rédaction, toute honteuse. Elle lui a dit pardon. On nous demande d'arrêter. Non, Mais non. rien. Et le plus rien d'étonnant. incroyable, c'est que Rien ni d'étonnant. ses confrères du secteur public, ni du secteur privé, qui sont pourtant ses amis, qui travaillent avec lui, Mais ont réagi de la plus petite façon. Malheureusement, oui. En tout cas, le domaine de la presse est à l'exemple aussi du milieu de la presse, est aussi à l'exemple d'autres milieux dans Absolument. la société. Il est symptomatique. Voilà, elle est très en deçà Ouais. de ce qu'il faudrait en termes de réaction, en termes de condamnation, en termes d'organisation de la corporation. Dans les prisons ou les questions des libertés, mais au moins leurs conditions de vie, leurs conditions économiques et sociales. Donc juste, je voudrais finir parce qu'on s'est sur la question de la répression. Et des détenus, il en a cité certains, moi je veux dire, il y a toutes les catégories. Et vous parliez dans quelle logique il est le pouvoir, moi je voudrais... il est dans sa logique, comme l'a dit Maître Majid Haïchour tout à l'heure, il est dans sa logique, il n'y a rien de nouveau. Par contre, il procède par étapes. Nous l'avons dit à cette émission, nous l'avons dit ailleurs. Il a arrêté des porteurs de Raya al-Amaziriya. Ensuite, il est passé aux militants avant les présidentielles. Ensuite, il est resté dans le milieu des militants. Ensuite, les Facebookers, les réseaux sociaux. Ensuite, les maquistes, ensuite les rachadistes. Voilà, c'est ça. Et les ragistes, parce que je voudrais quand même... Les ragistes. Voilà, et les enragés plus exactement que les ragistes. Voilà. Donc, il procède par étapes et à chaque fois en fonction des intérêts qu'il pense être les siens et de la manière dont et tout le monde est en rang dispersé. Voilà, mais tout ça est en train de nous emmener le derrière. Voilà, tout ça va nous emmener le derrière. Et juste un dernier mot, c'est peut-être sur lequel il faudra revenir aussi, c'est le silence du monde. Le silence du monde face à cette vague de répression qui touche tant les individus, les citoyens que les organisés. Je voudrais juste avoir une pensée aujourd'hui particulière parmi Nasser Marnin, le président d'SOS Bab el-Oued, qui est passé après avoir été arrêté au mois d'avril, aujourd'hui, devant le tribunal de Baïnem, de Bab el-Oued plus exactement, et le requis du procureur a été de 2 ans ferme, plus 100 000 dinars d'amende. Donc une pensée pour son épouse et pour les membres de SOS Bab el-Oued, bien sûr sans oublier Ftahir al-Ras du MDS et tant d'autres. Voilà, donc la répression, elle est là pour faire taire tout le monde, elle est là pour asseoir un État autoritaire clairement clair. Voilà, donc à nous de nous organiser en face pour faire face et aussi de faire bouger le monde, parce que sans ça, on n'y arrivera pas. Alors, et nous allons montrer, la solidarité existe. Il n'y a pas de solidarité des élites, il n'y a pas de solidarité des professionnels, il n'y a pas de solidarité des journalistes, mais il y a une solidarité du peuple. Citoyen. Et le peuple citoyen. Et nous allons voir une petite ville, Aoukas, qui a connu l'arrestation d'un militant. Jamal Ikni. Jamal Ikni. Et regardez ces images qui parlent d'elles-mêmes et que je ne décris pas donc. Regardez. Je rappelle juste un Opération point ville morte. C'est que- incroyable, hein, cette conscience politique. Aoukas, c'est une ville qui est connue aussi pour son éveil culturel. Oui. C'est cette ville Ces qui cafés a littéraires. le café littéraire, d'ailleurs, qui a été arrêté, plutôt menacé il y a quelques années. Et puis il y a eu une grande marche. Oui. Des écrivains, des militants sont venus de partout pour faire une marche. Et puis ce qui s'est passé à Kharata il y a une dizaine de jours, la première ville qui s'est soulevée en marche populaire pour soutenir les habitants de Kharata, c'est la ville d'Aoukas.
que nous saluons, que نتحيوها. Bravo. معنا حميد, سي حميد, merci d'être avec nous. Vous êtes en Algérie, vous êtes à Alger. Vous avez accepté de participer avec nous. Vous appelez de temps en temps au standard, et c'est comme ça que nous avons connu. Nous essayons à travers le standard de temps en temps de repérer quelques-uns de nos téléspectateurs pour les inviter. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Pour moi, j'essaie de parler en arabe, c'est mieux pour moi. معليش, تفضل. Voilà. Bien sûr, comme vous voulez. On t'entend, on دخل français, voilà. La première des choses, je me suis attendu, ça fait des années. Les intellectuels algériens, on نمارس le combat de sensibilisation. Ça fait bien longtemps. Donc يعني سي حميد والله مربى تعجبني الهضره انا هذه نمارس لو كومبا مره شويه فرنسي شويه عربيه هايله نفهموها غير احنا اللي يفهموها اللي كيما احنا داكور دابور جمال وشنوب كاينه حاجه حديث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم اذا تحب واحد قل اذا انتايا ولطفي نحبكم في الله ماشي غير انا يعني عند الله فوالا ربي يعيشك كبر قدرك. الله في الحاج يقول لك اذا قال لك واحد احبك في الله قل له احبك الله الذي احببتني فيه. جمال بن اسماعيل دمام شوف باكستان ستقولوا بير مصري دار طاووس دار عمر على جاله اذا واحد عنده قبول في الارض الى اخره. جمال بن اسماعيل قال جمال خاشقجي قتلته العصابه الحاكمه يعني ندخلوا في تاع هذاك جوبلز دير الدعايه تاع الالمان تاع هتلر وين يقول اكذب فكذب ثم اكذب حتى تصدق. يعني هذه ممارسه الكذب بزاف عمتهم احنا الشعب ديتيب ديجيستيف الحمد لله شعب المليون شهيد حر. انا ندخل في الموضوع هيا الموضوع ضم انت يرحم في بابك وجو ساليو كاع في الديبا لي ديباتي والمواضيع. واحد الصحابي كانوا يديباتي وهو ما فهم والو قال لهم وراه هذه لا اله الا الله ماش تهضر عليها. الرسول صلى الله عليه وسلم قال له عليه سي حميد سامحني اذا قطعت الكلام. ماذا بينا تهضرنا واش تخمم على هذا القمع لا ريبريسيون. لا باسكو الوقت على بالك ما نجموش يعني نتحدوا كل رانا نروحوا للسوجي ديريكت السوجي. واش تخمم عن القمع كيسكو بونسي لا ريبريسيون؟ القمع هذه طبيعه هذه العصابه لان هذه العصابه ما تنساش لازم نعرفوا شكون هذا جيش الحداده وجماعه وجده الانقلابيه الارهابيه الديكتاتوريه المتخلفه والحاكمه الى يوم الناس. هذا داروا انقلاب 62 على شعب الولايات وكتائبها لجيش التحرير. فاذا عرفت شويه كون ما نقريكش الدرس هذايا كيفاش دير تمارين لازم لنا شويه المقدمه والا نبداو غير نباتينيو نبداو دير تمارين نجيب لي ستاتيستيك لي شيفر طاطا دات لازم احنا على بالك احنا الجزائريين عندنا مشكل. شفالك كنا صغار يقول لك المعلم ضع هذه الكلمه في جمله مفيده ميتي سو مو لا دون اون فراس كي كونفيان باش يشوفوا كل فهم. دونك الا ما نقدروش نحطوا الكلمات في جمل مفيده يجي جبتوا النووي راني والله يا سي حميد سامحني والله سامحني نعطيك على القمع سي فوالا هضرنا باش نفيدوا بعضنا يعني والله كلامك حلو كلامك حلو الله يبارك بصح باش هذه حصه نهضروا على مواضيع باينه. خلاص القمع نهضوا على القمع كي داروا انقلاب 62 هذو الجماعه لا مازال حاكمين صالح بوجيل مجموعه قاضيمه وتونس يعني وجدان المغرب هذو الجماعه ولاو عجايز وعندهم داخلين في الاعلام داخلين في المخابرات داروا جذور. هذو من بكري هما يقمعوا. العلامه البشير الابراهيمي مات داخل الاقامه الجبريه في 65 يعني في اكتوبر 65 هكذا مات 65 مات علاش سي كونتري جا ضد الاشتراكيه وضد النظام تاع بومنتن. حنا يزاجروا القدم نعيطوا ماشي بومدين بومنتن بوجيف لانه اللي سماه الباجي رحمه المطرب الشعبي الباجي يعيطوا بومنتن نتنا هو محمد ابراهيم بوخروبه الاسم الثلاثي تاعو وهو انتحل اسمين ليس لهما هواري بومدين. هواري نسبه للعالم الوهراني
وبومزي بالنسبه للعالم مثل مسالي الله يرحمهم. دونك القمع هذا دخلوا هذا بن بله، هذه طبيعه هذا العصابه، هي الارهاب والنهب والكذب. اذا هما ما رايحين في عبودتنا باش يعني ابشروا، يعني هذه عصابه دار العجزه قريب الله عز وجل يقطع عليهم الاكسجين ويرميهم ويدفنهم في التراب ليأكلهم الدود ويلعنهم الشعب الى يوم الدين. ابشروا، هذا العاقل المتقي ماشي البلعاطي ولكن كي نهضرك على القمع، طيب احنا في الحراك، احنا الاف كيما انايا جامي ممكن نجمع وداونا نورمال مع داونا وتشوف واحد الميلياسيون. لماذا؟ كيفاش وصلت الحاله هذه؟ هذا يشرح لك، هذا هو المشكل. ماشي راهم يقمعوا كذا ودوتوا لي شي انا فهمك علاش وصلت لهذا الشيء. كيف الشرطي يقتل ويدي لي هذيك حرشي مفيده 20 سيد ديال الحبس باش يساتيسفي يماه وباباه يندين لابد دو باي. كيفاش الشرطه هذه المرتزقه، كيف الدرك الاسفل، الجنود تاعنا راكعي الدرجه هذه، والميليشيات ماشي احنا عيب تقول المؤسسه العسكريه، هذه جهاز عسكري قمعي، لان احنا كي نقولوا دوله مدنيه ماشي عسكريه. البي تاعها المدني هو اللي يحكم ابار بترول. هنا ندخل لك موضوع كرياسيون دومبول ونرجع الوزير الكرعين هذوك تاع الكرعين تاع الدجاج واسمه هذاك الحليب، ونرجع انه وين اللي راح الحدود جبتوه لنا في المغاربيه، اللي راح الحدود المغربيه ويسم في المغاربه هو راه داخل ياكل خبز تاع الارهاب وتاع الدم الصحفي، ويقول لك الشعب ما يخدمش. انا لازم نجاوبه، هذا علاش هو يكون لازم نجاوب، لازم ندير الدرس. كي ندير لك الدرس ياخذ وقت، لازم مقدمه والى اخره، لازم واحد 10 مينوت ديجا عندي باش نفرق لك بين السلطات الثلاث. حميد بارك الله فيك، نشكرك عن المشاركه. ان شاء الله une autre fois. Merci beaucoup de nous avoir apporté un peu de cette vivacité d'esprit qui habite l'âme algérienne et le Hirak tout particulièrement. Barakallahu fik. نرجعوا للبلاطو. Abdelrahim, pour changer de sujet, parce qu'il faut que nous passions à d'autres sujets. Sans oublier que ce régime s'attaque à tout ce qui bouge. Sans oublier qu'il y a quelques jours, il y a le linguiste Abdenour Abdeslam qui a été arrêté aussi. Absolument. Ça veut dire que là, un chercheur, un linguiste, donc qui dit linguiste, c'est pas principalement sur une seule langue, mais lui, il parle de Thamazigh, du kabyle, du berbère, etc. Et là, ce que nous vivons actuellement en ce moment, tout ce qui est apparenté au MAC, donc on parle principalement de la région de Kabylie. Ça veut dire qu'on est en train de faire un amalgame très douteux et très dangereux entre la Kabylie d'une façon générale et le MAC. Et on aurait voulu faire la propagande à ce MAC et du MAC. On ne serait pas pris autrement. On est en train de l'identifier tout entier à la Kabylie tout entière. C'est incroyable. Même le MAC n'a pas réussi à obtenir un tel résultat. Le pouvoir, il ne veut avoir que d'interlocuteurs en Kabylie que le MAC. Voilà. C'est pour ça que les choses deviennent... Ou alors allumer les feux de la discorde, parce que... Bien sûr. Il sait, le régime, il sait très bien que le MAC n'est pas en odeur de sainteté en Algérie, parce que les gens considèrent que tout ce qui peut diviser l'Algérie, séparer une région de la patrie mère, les gens ont une réaction très légitime, j'allais dire. Le MAC, il a une perspective dans sa démarche politique séparatiste, c'est dans son essence. Oui. Après, traiter tout ce qui bouge en Kabylie, des militants politiques, Akhrata, des dizaines de jeunes qui sont arrêtés sous prétexte d'être du MAC, comme quoi ce sont des séparatistes, il faut qu'on réponde à ce régime, je veux dire, intelligemment, dans le sens où s'il veut terroriser une région, incriminer toute une organisation séparatiste. Le MAC, c'est une organisation séparatiste, mais ce n'est pas une organisation terroriste. Jusqu'à preuve du contraire, on n'a jamais eu la preuve d'un quelconque Jusqu'à preuve du contraire, je connais pas mal de jeunes, pas mal de militants du MAC, avec qui nous partageons, on l'assume, nous partageons
une lutte pour la paix civile dans un premier temps. oui. La paix civile, ce n'est pas forcément la séparation. Donc le séparatisme, c'est une chose, le terrorisme, c'est autre chose. Donc là, le régime, il veut diviser la Kabylie du reste de l'Algérie. Il veut faire détester la Kabylie par le reste d'Algérie. Et ça, c'est très dangereux. En tant que militants, politiciens, etc., nous avons un travail à faire. De pédagogie et d'urgence, mais Bien sûr. même si en même temps ce travail de vouloir diviser pour mieux régner, de vouloir monter le reste du pays, ce qui n'a pas marché jusqu'à aujourd'hui, il faut toujours le préciser, contre la Kabylie, etc., et de diviser la Kabylie elle-même très souvent, depuis longtemps, ce n'est pas nouveau. Là, il monte encore plus d'un cran, effectivement, dans la répression. Mais cette politique chez lui, et puisqu'on en parle, et puisque mon ami en a parlé, pareil, parce que c'est important de dire ses positions. Bien évidemment que le MAC, nous ne partageons, ou en tout cas moi, je ne partage pas ces solutions à ce que vit l'Algérie et à ce que vit en particulier la région dont il se prétend, en l'occurrence la Kabylie. Je ne défends pas son orientation et je ne suis pas d'accord avec, bien sûr, ce qu'il prône. Ceci étant, c'est un adversaire politique. Et jusqu'à preuve du 4 heures, effectivement, ce n'est pas des poseurs de bombes, ce n'est pas des gens qui égorgent, et ils ne sont pas encore prouvés, il n'est pas encore prouvé en quoi ils auraient été responsables des incendies, etc. Et donc, nous ne pouvons que, dénoncer toutes les arrestations qui, d'abord, le fait de dénoncer cette organisation, comme Rachad d'ailleurs, comme pour ce qui est de Rachad, même si pour l'instant elle est moins visée parce que le pouvoir, le régime s'occupe précisément du MAC et plus précisément de la Kabylie. Donc il faut annoncer son soutien et sa solidarité tout en faisant la part des choses. Et en plus, il y a, s'il fallait le préciser, dans les gens qui sont arrêtés ces derniers jours, des gens qui n'ont rien à voir. C'est parce qu'ils sont kabyles. Voilà. Donc, c'est là où on voit que le pouvoir veut continuer. Il cherche à diviser. Voilà. J'aurais voulu dire un mot sur le Raj, parce qu'on en parle moins et c'est tant mieux quelque part, mais j'annonce que le 29 septembre, suite au dépôt du ministère de l'Intérieur de la volonté de dissoudre l'association au tribunal administratif, l'audience aura lieu le 29 septembre prochain pour suivre ou pas la requête du ministère de l'Intérieur de dissoudre une organisation pacifique. Donc ce que je veux dire par là, c'est pas tant pour parler du Raj, c'est qu'il s'attaque à Rachad et au MAC, et absolument, comme toutes les autres organisations, par ailleurs, et beaucoup la presse privée, mais donc il s'attaque au MAC et il s'attaque au Rachad pour des buts bien précis, mais y compris à l'intérieur du pays, il est en train de casser et d'interdire. Tout ce qui le dénonce. Voilà. Et donc il faut porter notre solidarité et nos soutiens actifs à toutes ces organisations et surtout ces citoyens militants. Alors je vais vous demander d'être un peu plus dynamique parce que nous avons encore des sujets. Il est presque la fin de l'émission. Donc, d'abord, au sujet de mon introduction, quand je dis une Aïssaba chasse l'autre. J'ai une bonne phrase. Allez-y. J'ai pensé, la peste a remplacé le choléra. Oui, voilà, et sachant que cette formule est très stupide. En fait, quand on dit on ne peut pas choisir entre la peste et le choléra, en fait, la peste est beaucoup plus dangereuse que le choléra. A priori, en tout cas. Beaucoup plus, hein, c'est énorme. Bien sûr. Donc, et vous l'avez bien dit, nous avions le choléra, maintenant nous avons la peste. Voilà. Abdelrahim. Le risque dans tout ça, c'est que ce soit la peste ou le choléra, plus tard, il y a toujours des séquelles. Ça me fait penser, puisqu'on parle de phrases, à une phrase qui a été prononcée par Belkacem Ben Ammar. Peut-être tu connais. C'est l'ancien premier secrétaire national du FFS, qui disait au moment où Gaïd Salah annonçait les arrestations de l'Aïssaba, il disait « L'Aïssaba tuhasib l'Aïssaba ». Ça veut dire... C'est lui qui a dit ça? Ah oui, il a dit Aïssaba tuhasib l'Aïssaba. C'est-à-dire c'est résumé en une seule phrase. Et ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport à la continuité du 5e mandat de Bouteflika, on y est. Même s'il y a des changements de fond, des changements dans le... T'es bonne la jurée. Il ne faut pas enlever... J'aimerais qu'on nous repasse les bonnes Oxymobillah. C'est vrai. Sur le plan pratique, on n'est pas sous l'ère Bouteflika. Le président, c'est un autre président. Sachant que même ce nouveau président avait eu du mal à mettre en place un gouvernement. Mais le problème, c'est que les choses, ce qui m'inquiète le plus aujourd'hui, c'est que les choses, elles deviennent encore plus dangereuses. Encore plus dangereuses. Oui, et n'oublions pas Louis M. El Madani de Bouteflika.
Le Moussalah al-Wataniya, c'était pour pardonner aux terroristes, aux véritables terroristes. Aujourd'hui, vous avez parlé tout à l'heure de la réconciliation économique, c'est-à-dire pardonner aux oligarques qui ont pillé toutes les richesses. Et nous allons parler de ce sujet, merci de l'avoir amené. En Algérie. Oui, juste, mais très vite, j'ai parce été très qu'on ne bref. pourra pas Je aller vous ai au répondu sujet. avec Oui. une phrase, moi. D'accord. Donc moi, c'est juste, moi je relèverai, et puis ça fait des différences entre nous, mais il ne faut pas enlever au peuple algérien, je ne dis pas que c'est le cas, hein, ou que c'est ta volonté de le faire, la lutte qu'il a faite dans le Hirak. Non, nous ne sommes pas dans le 5e mandat, nous ne sommes pas dans la continuité de ce qu'aurait voulu le régime. Nous sommes avec le même régime, et je ne pense pas que le régime de Bouteflika aurait agi en ce moment pareil. S'il y avait eu continuité, non, le peuple algérien, c'est un désaccord entre nous. Le peuple, oui, je te connais, camarade et ami. Oui, je suis dans le Hirak, je serai oui, bien sûr. Non, là, il n'y a aucune ambiguïté, il n'y a aucun problème. C'est un ami, un camarade. Non, mais de dire ça, ça peut aussi ça sous-estime la lutte et la résistance du peuple d'Algérien à travers le Hirak. On a passé le cap Bouteflika. Maintenant, il faut qu'on fasse face au cap Tebboune et Chengriha, mais on n'est pas dans leur 5e mandat. On est dans Alors, je me permets de vous interrompre. Alors, eux, ils sont dans la logique. Ils sont dans la logique. Ils ont commencé par nous jeter leurs propres comparses en pâture pour sauver leur peau, pour pouvoir dire « Ah non, nous, on n'est pas comme ceux qu'on a jetés en prison », alors qu'ils étaient ensemble. Et le problème, c'est que maintenant, passé les premiers... Maintenant, ils ont beaucoup d'assurance, ils ont retrouvé de leur vigueur, ou du moins, ils semblent avoir retrouvé de leur vigueur, et donc ils ont dit « Ah, le moment peut-être venu de relâcher nos potes ». Nos complices, nos comparses, nos pères, nos compères. Et là, ils sont en train de nous concocter quelque chose qui s'appelle réconciliation économique, qui va à Zama. OK, on te relâche, mais tu nous donnes l'argent que tu as volé. Haddad, par exemple, qui arrive, ou Sellal, où il dit OK, d'accord, moi, supposons qu'il a volé 2000 milliards. Il dit, moi, j'ai volé 500 milliards. Il lui dit, OK, on est d'accord. Ils savent qu'il a volé 2000 milliards. Rendez-nous les 500 milliards et on vous lâche. OK, tenez 500 milliards et il sort. Et ils sont dans ça. Et ils sont en train de soumettre ça au Parlement. Ça veut dire que c'est une sorte de deal qu'ils vont conclure avec El-Issaba, l'autre Issaba. Qu'est-ce que vous en pensez, Abdelrahim? Moi, je pense que j'irai encore plus loin, parce que est-ce qu'en Algérie, nous avons des institutions qui peuvent calculer, qui peuvent faire le point sur les milliards, les 1000 milliards de dinars qui ont été pillés par ces oligarques, par ces industriels qui ont toujours été et qui le seront toujours du côté du régime, dans les clans du régime. Donc là, le problème qui se pose, parce qu'on n'a jamais eu un pays, un état d'institution. Les institutions, nous les ont, enfin, ils les ont toujours personnalisées. Ça tourne autour de telle personne, alors que les institutions économiques, la justice, qui est devenue un appareil judiciaire, n'a jamais eu de comptabilité, de voir combien de milliards ont été volés. Bon, il dit, je sais où se trouve cet argent, je vais le ramener, je vais le récupérer, mais de quelle façon? Par quels moyens? Est-ce qu'il y a une Cour des comptes qui fait son travail? Est-ce qu'il y a une comptabilité? Des gouvernements, aucun gouvernement depuis l'indépendance n'a fait son bilan depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Mais il n'y a même pas la fameuse question d'où tiens-tu cela, qui est pratiquée dans tous les États démocratiques. Par exemple, ici en France, si vous allez construire une maison, petite maison, le fisc arrive en courant. Il vous dit, mais vous avez eu d'où cet argent? Vous ne l'avez pas déclaré, vous n'avez pas payé d'impôt sur ça, montrez-moi, vous avez gagné au loto, montrez-moi. Alors que chez nous, les gens bâtissent des empires. Personne ne leur demande d'où. Je ne parle pas des milliardaires. Oui. Un fonctionnaire, un procureur de la République qui vous construit une villa qu'il vend sur le marché normal, et tout le monde sait qu'il a demandé 300 milliards. Donc c'est sa valeur. Personne ne va chez ce procureur qui touche 100 000 dinars lui dire « Mais d'où tiens-tu cette fortune ?» Ici en France, par exemple, je connais des personnes qui ont mis de l'argent sur leur compte bancaire, 500, 600 euros, ils ont été convoqués par la banque elle-même. D'où vous vient cet argent? Ni fiche de salaire, ni rien du tout. Alors,
En Algérie, il n'y a pas d'institution, il n'y a pas de comptabilité qui a été faite, il n'y a pas de bilan financier. Alors là, tout ce qui est vol, détournement de fonds publics, on n'a jamais de chiffres. Est-ce que vous pensez qu'avec ce régime qui est en train de rétablir ses anciens, parce que je pense qu'à un certain moment, il y a une partie de ce régime qui a été sacrifiée, du moins momentanément, le temps de museler le Hirak, museler cet élan populaire depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui. Et là, comme tu le disais tout à l'heure, qu'il commence à avoir de la confiance, après avoir arrêté des militants, des journalistes, après avoir fait peur aux citoyens. Parce qu'aujourd'hui, même dans les localités qui ont maintenu la flamme du Hirak allumée, les gens, ils ont peur de sortir, les gens, ils ont peur de s'organiser. Est-ce que vous pensez que la justice va aller jusqu'au bout? Moi, je pense que c'est non. Alors, avant de vous donner la parole, vous allez écouter M. Tebboune. Monsieur Tebboune, oui, pour nous rappeler que c'est la même Aïssaba. C'est lui qui le dit, hein. Vous allez l'écouter. Regardez. Je le dis. نقولها بصفة رسمية ونكرر باسكو أنا في سنة نقول فيها نفس الكلام. أقسم بالله العلي العظيم أن برنامج فخامة الرئيس ما يتوقف مهما كانت الظروف. أقسم بالله العلي العظيم أن برنامج فخامة الرئيس ما يتوقف مهما كانت الظروف. حكيم. Pardon. Oui, moi, juste ce qui a été dit, je suis bien sûr, je partage tout ce qui a été dit par l'ami Moussawar. Moussawar, pardon. Par contre, moi, je crois justement parce qu'ils n'ont plus confiance. Parce qu'il n'y a plus de confiance. Parce qu'autour d'eux, il n'y a plus de confiance. Donc, ils se recroquevillent entre eux. Et ils ont besoin du soutien des autres qu'ils ont mis eux-mêmes en prison. Effectivement, à un moment de panique, parce qu'il faut les donner des gages. Tout ce qui vient d'être dit, je ne vais pas le répéter, parce que je partage. Mais justement, parce qu'ils sont dans une situation, à mon avis, de panique. Et non pas le contraire. Ils le font. D'ailleurs, l'amnistie fiscale, pour moi, c'est malheureux, je condamne bien sûr, mais ce n'est pas un jour ou l'autre, ils allaient y arriver. Binatom, c'est qu'ils le font pour eux-mêmes. Donc, un jour ou l'autre, ils allaient y arriver. Donc, on le supposait, voilà, ou militants, ou citoyens avertis, ou dans le domaine des finances, etc. Mais, donc, ce n'est pas ça qui m'étonne. Par contre, non, ils ne sont plus en confiance. Au niveau régional, ils ne sont plus en confiance avec le conflit qu'ils ont géré de la manière qu'ils gèrent avec le Maroc. Et le Maroc entraîne des regards et des interventions de Paris, de Washington DC, etc., etc. À l'intérieur, ils sont dans l'instabilité permanente. Nous allons peut-être parler du chômage, de pourquoi ça ne décolle pas, etc., etc., et des faux chiffres qui nous sont donnés par eux et par le FMI qui valide. Voilà. Donc non, ils ne sont pas en situation de confiance, ni à l'intérieur, ni à l'extérieur. Et donc, je pense qu'ils ont besoin de, plus rapidement que prévu, de ramener les leurs, de refaire solidarité et refaire corps avec les leurs qui sont en prison, parce qu'ils savent que probablement les prochains moments vont être encore plus durs pour le régime et donc pour les uns et les autres, ceux qui sont dehors et ceux qui sont dedans. Le chômage. Donc, M. Tebboune a donné l'instruction au Conseil des ministres, au Premier ministre, de préparer l'indemnisation chômage pour tous les chômeurs. Le problème est que le chiffre de chômage qui figure sur les statistiques algériennes, 14 et quelques %, il a monté, il était à 12 il y a quelques mois seulement. Le problème, c'est que ce n'est pas vrai. Ce taux de chômage est totalement faux. Parce que ne figure sur... Comment ils ont eu ce chiffre? Ce sont les gens inscrits au bureau de main-d'œuvre pour avoir cette petite indemnité dont vous m'avez parlé tout à l'heure, 3 000 dinars, c'est ça, à peu près. Et donc, la plupart des Algériens ne sont pas inscrits, même les femmes au foyer, mariées ou non. Mariées ou non. Les gens qui pratiquent l'économie informelle. Ça veut dire, une fois, ils vendent des cigarettes, une autre fois, ils vont laver des voitures, qui sont des chômeurs en titre. Faire des comptes pour des sociétés, absolument. C'est des corps de métier très respectables qui font du travail dit vulgairement au noir. Voilà. Alors, beaucoup de spécialistes parlent d'un vrai chiffre qui oscillerait entre 40 et 50% de la population active. C'est énormissime.
Je ne connais pas le chiffre de la population active en Algérie. Elle doit être au moins 12 à 15 millions. Si c'est le cas, comment vont-ils faire pour payer ces gens ils n'ont pas pu le faire pendant les 20 années de rente quand ils ont engrangé des... Comment ils vont faire C'est quoi ce Tebboune qui fait des promesses à tout va, qui ne pourra pas tenir? Il n'y a aucun doute là-dessus. Et il parle de 10 000 dinars. Bon, en soi, c'est 3 fois rien, c'est 50 €. Mais même à tout cet argent qui a été volé, détourné, blanchi. Oui. Mais comment, même si c'est 10 000 dinars, ils vont pouvoir donner 10 000 dinars à tous les chômeurs en Algérie, sans compter, et je vais m'arrêter là pour essayer de gagner du temps, sans compter que pour pouvoir gérer une telle machine, il faut une administration sérieuse, il faut des relais, des statistiques, des logiciels, des personnels formés. Comment vont-ils Une faire? décentralisation de toutes ces bureaux de main-d'œuvre, apparemment, c'est ce qu'on appelle l'ANEM en Algérie. Oui, pour être avant inscrit. ça s'appelait l'ONAMO. Ouais, là, c'est l'ANEM normalement, ANEM aujourd'hui. Moi, je me pose des questions pour parler de cette question du chômage. C'est des questions peut-être que je vais me poser. D'abord, comment cette allocation de chômage, comment elle va être assurée au moment où, même avant Tebboune, quand il y avait Ouihia, Tebboune lui-même qui annonçait qu'il n'était même pas facile d'assurer, après son élection, 3-4 mois pour les fonctionnaires du service public. N'oublions pas qu'il y a quelques mois de cela, même ceux qui travaillaient dans les mairies, dans les daïras, avaient eu du mal à toucher leur salaire pendant 4-5 mois, alors que, là je ne fais pas de différence entre chômeurs et fonctionnaires, mais logiquement, d'un côté, vous déclarez une certaine faillite, une certaine difficulté à payer les fonctionnaires de l'État, et de l'autre côté, vous promettez une allocation chômage. Comment se fait-il que cette allocation... Je vous rappelle le problème des liquidités aussi. Le problème des liquidités, bien sûr. Des gens qui n'arrivent même pas à percevoir leur retraite ou leur salaire. À faire un retrait. À faire des chaînes de 4-5 jours devant la poste pour pouvoir avoir un... Pour rentrer plusieurs jours... Aujourd'hui, demain, le surlendemain, je rentre sans avoir retiré mon argent. Donc là, il y a cette problématique du financement de ces allocations chômage. Après, il y a le chiffre des 14% qu'il déclare. Je pense que nous avons tous observé dans nos communes, dans nos localités, qu'une bonne partie de la jeunesse, là je parle de la jeunesse principalement, mais des pères de famille, des mères de famille qui sont au chômage, qui ne travaillent pas. S'ils arrivent au moins à travailler pendant 2-3 jours dans la semaine, c'est déjà pas mal. Est-ce que ceux-là, ils sont comptés? Est-ce qu'ils sont déclarés à l'assurance maladie? Parce que la base dans un système concernant le travail, c'est la déclaration à l'assurance maladie. Il y a pas mal d'Algériens qui n'ont même pas de numéro d'assurance maladie. Donc là, je pense que ce régime, il vit dans une espèce de schizophrénie, un mensonge, des mensonges qui se répètent à chaque fois, font que lui-même, il croit à ces mensonges. Alors, oui, allez-y. Sur cette question, ce qui est grave, c'est qu'au lieu de nous donner, au lieu que le chef de l'État, M. Tebboune, donne des solutions pour que les Algériennes et les jeunes trouvent un emploi, il officialise et il renforce le côté non-emploi. Voilà, dans un premier temps, ce qui me vient à la réflexion. Au lieu de dire voilà notre plan pour l'emploi, eh ben non, il dit nous allons augmenter les indemnités pour les chômeurs. Pour le reste, ils n'y arriveront pas. Ils n'y arriveront pas. Encore une fois, je ne vais pas répéter, il n'y a pas les moyens, il n'y a pas les statistiques, tout n'est pas clair, etc. Donc, c'est ça que je trouve encore plus grave. Après, si le chômeur qui s'est inscrit, qui a passé toutes les étapes administratives, bureaucratiques, finit par avoir 10 000 dinars, c'est déjà mieux que 3 000 dinars. Mais je ne pense pas, je veux dire, la mesure n'est pas, à mon avis, à repousser. Mais ils n'y arriveront pas de toute façon. Voilà. Juste pour préciser, bien sûr, je ne le dis pas pour vous, mais que l'Algérien, ce n'est pas parce qu'il n'est pas inscrit parce qu'on le compte comme sans emploi, qu'il est sans emploi. L'Algérien a besoin, comme les autres, de travailler, donc il trime et il se débrouille. Voilà. Mais il travaille. Oui. Il travaille, c'est aussi un travailleur, sauf qu'il n'est pas pris en compte par son État et ses responsables. Alors, nous allons écouter, pour remettre les choses un peu dans leur vrai contexte, nous allons écouter un épicier qui adresse un message
à M. Tebboune. Et puis nous allons voir une photo à Médéa de gens qui se lèvent très tôt le matin pour faire une chaîne pour le lait, pour un sachet de lait. Nous allons d'abord écouter ce citoyen, un épicier, envoyer un message à Tebboune. تبع والبيت عشان ناموا من 30,000 ل 40,000 قهوة من 16,000 ل 21,000 الزيارة دي كيف من 19,000 ل 21,000 مقارون هذا من 7,500 ل 9,500 اللوبيا من 23,000 33,000 العدس من 16,000 ل 28,000 الرز من 10,000 ل 15,000 السيم يا عجبة الله هذا ماشي قاطع بتاع الزواد هذا يدير 10,000 هذا شحال هو يدير 16,000 سيدي الرئيس جاب ربي انت ماكش عايش معنا ولا ماكش تقدر انت ما تاكلش واش ناكلوا هنا بون انا حكيت لك على الميزان ما نحكيلكش على هادو ما كونديسيون بيضر به بيصر به وما كاش طوماطيش من 16,000 ل 22,000 سيريو لابان 14,000 شحال 16,000 الله غير سيريو سيدي الرئيس وين انا رايحين راكو حابين ندخلونا في حيط كيما لبنان نولو شغل كيما لبنان ياك نستنى ما كاش دواء ما كاش الماء ما كاش الغاز ما كاش الاكسجين ما كاش Médéa, le matin, pour le lait. Un sachet de lait. Du lait en poudre. Et ce n'est pas qu'à Médéa, hein, c'est partout dans toute l'Algérie. Les gens se lèvent très très tôt le matin pour aller faire la chaîne pour le lait, pour l'eau. Parce que c'est la base, l'alimentation de base de pommes de terre, lait, smid, c'est un peu ça. Et vous avez entendu les nouveaux prix. Alors, il nous reste un dernier tour de micro, mais très vite, malheureusement. Monsieur Tebboune a ordonné de prendre des mesures d'urgence pour relancer le tourisme. Sachant que l'Algérie n'a pas d'eau potable, il n'y a pas de route digne de ce nom, il n'y a pas d'hôtel digne de ce nom. Nos plages sont des égouts à ciel ouvert, où il y a des tessons de bouteilles. Le tourisme, c'est un tout. Pour le relancer, il faudrait tout remettre en place. Or, M. Tebboune vient de décider comme ça, et il parle même d'augmenter le chiffre actuel des touristes, dont ils nous disent que ce sont des touristes étrangers, 2,5 millions, alors qu'en fait, ce sont des Algériens, c'est des immigrés algériens. Les seuls touristes sont les immigrés algériens, mais qui ne peuvent même plus rentrer dans leur pays à cause de la Covid et d'Air Algérie. 1 minute chacun, s'il vous plaît. 1 minute. Ça me fait tristement rire. Cette annonce me fait tristement rire. J'ai travaillé dans le domaine du tourisme jusqu'au Hirak, justement, un peu plus d'une dizaine d'années, et je sais malheureusement de quoi il en retourne dans le domaine du tourisme. Je reprendrai votre expression. Le tourisme, c'est un tout. C'est comme l'emploi, c'est un tout. Vous ne pouvez pas faire tourner le tourisme, et pourtant tout y est en Algérie en termes naturels pour que ça marche. De haut en bas, de l'est à l'ouest, tout y est pour que ça marche. Et vous ne pouvez pas faire tourner la machine économique et trouver de l'emploi et créer de l'emploi dans une situation politique instable qui est en plus en train d'aller au mur ou vers la chute. Voilà. Donc, et ça, les partenaires nationaux, les partenaires particulièrement internationaux le savent, qu'ils soient dans le domaine de la création d'emplois de manière générale ou pour la question du tourisme. Donc, c'est pareil, c'est des chimériques, voilà, ils marchent presque à l'heure, heure après heure, c'est même pas jour après jour ce régime, et vraiment ça m'inquiète pour l'avenir. Juste à dire que, pour un petit peu, parce que j'ai travaillé dans ce domaine, la population est très accueillante,
très très accueillante, la population algérienne, dans le domaine du tourisme. Il y a des plages, toutes les plages ne sont pas avec des tessons. Je m'excuse de le préciser, mais il y a de magnifiques plages qui sont totalement délaissées à l'ouest, à l'est du pays. Il y a eu des réfections d'hôtels. Des milliards ont été investis dans l'hôtellerie privée et même d'État. Mais ça ne marche pas pour autant depuis des années. Mais ça ne marche pas. Parce que la situation est instable et parce que rien ne garantit, rien ne pousse le taux. Et en plus de ce qui a été dit tout à l'heure, la question du prix du visa, la question du prix la du question visa. des billets d'avion Voilà. à Algérie, Absolument. qui La est en question situation de faillite. Absolument. Et donc je rappelle, ces billets d'avion à service égal sont les plus chers au monde. Oui, absolument. C'est du sûr, à kilomètre près et à service égal. Absolument. Donc comment voulez-vous que les gens y aillent? Dernière chose, c'est pour confirmer mais on n'a plus le temps, Hakim. Vraiment, allez-y, finissez. Nombre de touristes, le nombre de tourisme exagérément exagéré, elle ne date pas d'aujourd'hui. Il y a une quinzaine d'années, j'étais élu à la POE d'Alger. Dans le domaine du tourisme, le monsieur, il parlait, le responsable directeur du tourisme, parlait de 500 000 touristes il y a 15 ans de ça, de 500 000 touristes rien que pour Alger. Bien sûr, il parlait des binationaux qui s'appellent comme vous et moi, mais qui rentrent avec d'autres passeports. Et là, ça compte pour étrangers. Abdelrahim Moussouar, je vais vous demander vraiment de finir en 30 secondes. Je pense que lorsqu'on est épris de cette culture de mensonge, de cette culture de détournement et de vol, ça ne colle pas avec la culture de tourisme, de travail, la culture d'accueil, etc. N'oublions pas que ce pouvoir, parce que tout à l'heure, quand j'ai dit le 5e mandat, c'est juste pour dire la continuité de ce régime, sans oublier l'élan de ce Hirak qui est en train ou du moins peut-être avec la suspension, là actuellement, il y a des raisons pour ça, mais ça va reprendre, j'en suis certain. Ce pouvoir a mis l'Algérie depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui à huis clos. C'est-à-dire, aucun étranger ne peut rentrer en Algérie parce que lorsqu'on rentre en Algérie, on trouve qu'il n'y a pas d'infrastructure, qu'il n'y a pas de politique sérieuse, qu'il n'y a pas de cette politique de gestion fiable. Merci Abdelrahim Moussouar, merci Hakim Haddad, pardon de vous avoir bousculé. Merci Majid Achour, j'espère que vous reviendrez et que vous resterez plus longtemps avec nous. Merci Si Hamid, merci à vous, chers amis, de nous avoir prêté votre attention. Khawal khair, salama.